C'est un sujet explosif et les conséquences pourraient être immenses pour les Français. 40 milliards d'euros d'économie, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement français pour le budget de 2026. Et pour y parvenir, le Premier ministre François Bayrou a réuni ce mardi un comité d'alerte sur le budget. Sauf que, vous allez le voir, ce projet porté par le gouvernement, il fait fortement débat et beaucoup réagir. On va donc essayer de comprendre et d'analyser tous les points de vue sur cette question qui pourrait tous nous impacter. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Bienvenue à tous les nouveaux qui s'abonnent ces derniers jours. Le Premier ministre François Bayrou a donc réuni ce mardi plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'économie Éric Lombard et la ministre de la Santé et du Travail Catherine Vautrin, ainsi que des parlementaires et des représentants sociaux, dans l'objectif donc de discuter du budget 2026. L'objectif affiché du gouvernement, c'est de réaliser entre 40 et 50 milliards d'euros d'économies en 2026. En fait, le ministère de l'économie cherche à réduire le déficit français de 5,4% du PIB en 2025 à 4,6% en 2026. Le PIB, c'est donc la richesse totale qui est créée par un pays en un an. Et quand on parle de déficit public, ici, c'est quand l'État dépense plus d'argent qu'il n'en reçoit, ce qui entraîne forcément de l'endettement. Et l'objectif à long terme du gouvernement, c'est de ramener à terme le déficit sous les 3% du PIB d'ici 2029 et donc de respecter ce qui est en théorie les règles européennes. Alors comment trouver ces 40 milliards d'économies? C'est un sujet qui fait beaucoup de débats. La première solution à laquelle certains peuvent penser, c'est une question de hausse des impôts, mais cette solution a été exclue par le ministre de l'économie, en tout cas pour les classes moyennes et les classes modestes. Cependant, on peut noter qu'il a indiqué souhaiter que la contribution différentielle sur les plus hauts revenus. Alors de quoi est-ce qu'on parle ici? En fait, je vous passe les détails, mais c'est une imposition minimale de 20% des plus hauts revenus. Il souhaite que cette contribution devienne plus pérenne, alors qu'elle avait été mise en place de façon exceptionnelle cette année et qu'elle est censée rapporter 2 milliards par an. A noter que selon une étude de la direction des finances publiques, le taux d'imposition moyen des très riches a diminué de 3,6% en 20 ans contre une légère augmentation pour les autres tranches de la population. Et c'est d'ailleurs ce qui fait penser chez un certain nombre de personnalités politiques, et notamment à gauche, qu'il faudrait rétablir certaines impositions sur les plus fortunés, notamment un rétablissement de l'impôt sur la fortune, ce que le gouvernement refuse aujourd'hui. Autre mesure portée par la gauche, notamment par Clémentine Autain, l'idée d'une taxation des plus grandes fortunes, avec notamment l'idée portée par l'économiste Gabriel Zucman d'une taxe mondiale sur les milliardaires de l'ordre de 2%. De nombreux députés de gauche souhaitent aussi revoir certaines niches fiscales qui profiteraient, selon eux, dans certains cas, aux personnes les plus fortunées, mais c'est là aussi quelque chose qui est refusé par le gouvernement qui semble davantage préférer réduire les dépenses publiques. Il y a donc une réelle divergence de vision et c'est une véritable question politique. On revient là-dessus juste après. Mais donc, le gouvernement souhaiterait diminuer le nombre d'agences de l'État, réduire leurs équipes ou encore limiter les coûts de fonctionnement. Reste à savoir quels ministères pourraient être touchés et quelles agences de l'État pourraient être impactées. Par ailleurs, selon le journal La Tribune, 8 milliards d'euros d'efforts vont être demandés aux collectivités territoriales, donc les communes, les départements ou encore les régions. Et ces efforts, ils viennent déjà après une réduction d'environ 2,2 milliards d'euros qui leur a été attribuée dans le budget de cette année. Alors pour protester contre cette perspective, on peut noter que l'Association des maires de France n'a pas participé à cette conférence qui a été organisée par François Bayrou ce mardi. Et vous l'imaginez évidemment sur ce point précis, l'inquiétude très importante, c'est que cette réduction des dépenses publiques, elle impacte les services publics et donc qu'elle impacte dans la foulée directement la population avec des conséquences sociales qui peuvent être importantes. Alors l'autre piste envisagée par certains, c'est l'idée de faire des économies sur les retraites. L'une des pistes envisagées serait d'arrêter d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation, alors qu'aujourd'hui, il y a une indexation sur la hausse des prix. Mais là aussi, vous l'imaginez, c'est une mesure impopulaire qui pourrait mener à des mouvements de contestation massifs. De la même façon d'ailleurs, l'idée de supprimer un abattement de 10% dont bénéficient les retraités lorsqu'ils déclarent leurs impôts est quelque chose qui est aujourd'hui sur la table. Et parmi les autres pistes envisagées, et au-delà des retraités, il y a l'idée de faire des économies dans le domaine de la santé, et ce sont notamment les arrêts maladie qui sont particulièrement visés. En fait, les arrêts de travail, ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus longs, et c'est une tendance qui s'explique notamment par le fait que la population vieillit, même si on remarque aussi une augmentation des arrêts de travail chez les jeunes. Alors l'une des pistes envisagées par certains et qui serait sur la table par le gouvernement, ce serait d'allonger les jours de carence, donc d'augmenter le nombre de jours non indemnisés au début d'un arrêt maladie. L'objectif serait donc de faire des économies, mais aussi de limiter les arrêts maladie jugés, je cite,
abusifs en rendant donc leurs coûts plus dissuasifs pour les salariés. Mais vous l'imaginez, là aussi, ça crée de nombreuses inquiétudes avec la crainte que ça pénalise des gens réellement malades et notamment les plus précaires. Toujours dans le domaine de la santé, autre mesure qui fait fortement débat, qui est portée cette fois-ci par la Cour des comptes. La Cour des comptes qui est donc une institution chargée de contrôler l'utilisation de l'argent public en France. La Cour des comptes propose que les soins, les médicaments et les dépenses de santé soient remboursés en fonction des revenus. Résultat donc, les Français les plus riches paieraient davantage pour leurs soins, les médicaments ou les dépenses liées à la santé. Mais on peut noter que cela suscite une vive opposition, notamment chez les syndicats. Parmi les choses aussi qui ont été évoquées ces derniers jours et qui suscitent une inquiétude, la question de l'assurance chômage qui pourrait être à nouveau réformée, même si le gouvernement aujourd'hui pour l'instant assure ne pas préparer de nouvelles réformes. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est un sujet éminemment politique. On peut noter d'ailleurs qu'après l'annonce d'un effort de 40 milliards d'euros, bien le RN et la France Insoumise ont menacé de faire chuter le gouvernement grâce à une motion de censure. On verra donc, en fonction des mesures qui seront annoncées, quelle est la réponse de l'opposition dans les prochains jours et si le gouvernement tiendra. Par ailleurs, plus largement, et à gauche notamment, certains militent contre des mesures donc qui feraient craindre des mesures d'austérité, donc une réduction massive des dépenses publiques, et certains plaident donc pour une taxation des plus hauts revenus, pour une suppression de certaines niches fiscales, ou encore pour une politique de relance et d'investissement, notamment dans la transition écologique, qui pourrait créer, selon eux, des emplois et donc relancer l'économie et faire face aussi à ce sujet. Voilà donc pour ce sujet, je m'arrête parce que je pense que vous l'entendez, j'ai toujours une petite extinction de voix, donc je garde ma voix pour les interviews que je tourne juste après. Rendez-vous au passage sur Instagram pour plus d'actualités, je pense que vous le savez, mais pour suivre l'actualité au quotidien, le nom du compte sur Instagram c'est Hugo Décrypte. Vous êtes plus de 4 millions là-bas, donc merci pour votre confiance. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. La France a décidé ce mardi de rappeler son ambassadeur et d'expulser 12 agents qui travaillent dans les ambassades et les consulats algériens en France. Cette décision fait suite au choix de l'Algérie ce dimanche d'expulser 12 agents de l'ambassade française en Algérie. Selon le gouvernement français, cette décision de l'Algérie ferait suite à l'arrestation vendredi dernier de 3 ressortissants algériens en France, suite à la tentative d'enlèvement ratée de l'opposant algérien Amir Boukors, connu sous le nom de Amir DZ. Les relations entre la France et l'Algérie sont particulièrement tendues depuis plusieurs mois. Si le sujet vous intéresse, c'était la une de nos actus du lundi, on vous met le lien en description. Deuxième actu, de nouvelles prisons françaises ont été attaquées dans la nuit de mardi à mercredi, un jour après l'attaque coordonnée qui a déjà visé plusieurs établissements pénitentiaires en France. Cette fois-ci, 4 véhicules ont été incendiés devant la prison de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône et le hall d'un immeuble d'un surveillant pénitentiaire a aussi été incendié en Seine-et-Marne. Interrogé sur ces attaques, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a dénoncé des tentatives de déstabilisation de l'État. Selon lui, les auteurs de ces attaques essayent, je cite, de voir si l'État va reculer au sujet, selon le ministre, de sa récente politique contre les narcotrafiquants. Un mouvement qui se battrait contre les conditions de détention et le comportement des gardiens de prison a revendiqué sur Telegram avoir commandité ces attaques. Un membre présumé du mouvement a d'ailleurs été placé en garde à vue ce mercredi en Essonne. En tout cas, le parquet national antiterroriste avait annoncé ce mardi ouvrir une enquête, notamment pour association de malfaiteurs terroristes et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. De son côté, Emmanuel Macron a promis ce mercredi que les responsables seront, je cite, retrouvés, jugés et punis, tout en réaffirmant son total soutien aux agents du ministère de la Justice. Troisième actu, les parents de Yanis, un adolescent de 17 ans qui s'est suicidé quelques jours après la remise en liberté de son agresseur sexuel, ont interpellé ce lundi le ministre de la Justice sur RTL. En 2019, un homme âgé de 58 ans avait agressé sexuellement Yanis alors qu'il n'avait que 12 ans. L'homme a été condamné à 5 ans de prison ferme en 2023, mais a finalement bénéficié d'un aménagement de peine en raison de son bon comportement. Il est donc sorti de prison en février 2025 après 2 ans de détention. Les parents de Yanis reprochent à la justice de ne pas les avoir informés de la remise en liberté de cet homme, alors même que le domicile de ce dernier se trouverait à 3 km de chez eux. Dans une lettre enregistrée sur son téléphone, Yanis a confié avoir peur de croiser l'homme qui l'avait agressé. Les parents de l'adolescent demandent au ministre de la Justice, Gérald Darmanin, de créer une loi protégeant les enfants victimes d'agressions sexuelles, en expliquant, je cite, avoir de la haine envers ce système. Quatrième actu, le comédien et humoriste Pierre Palmade est sorti de prison ce mercredi où il était incarcéré depuis 4 mois. Il poursuivra sa peine de 2 ans de prison ferme sous bracelet électronique à domicile. En février 2023, il avait provoqué un grave accident de la route en Seine-et-Marne alors qu'il conduisait sous l'empire de stupéfiants. Sa voiture avait percuté un autre véhicule, blessant grièvement un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans qui a perdu le bébé qu'elle attendait. Cinquième actu, Harvey Weinstein, l'ancien producteur de cinéma à l'origine du mouvement MeToo et accusé par plus de 80 femmes de harcèlement, agression sexuelle ou viol, est actuellement rejugé à New York. Alors il y a eu plusieurs procès contre Harvey Weinstein, notamment un dans lequel il a déjà été condamné à 16 ans de prison pour viol et agression sexuelle, pour lesquels il est d'ailleurs en détention. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la réouverture d'un procès qui a déjà eu lieu en 2020 mais qui a été annulé depuis. Dans ce procès, Harvey Weinstein avait été condamné à 23 ans de prison pour viol
viol et agression sexuelle, mais la cour d'appel a décidé d'annuler cette condamnation car elle a estimé que des erreurs de procédure avaient été commises durant ce procès, notamment le fait que les jurés n'auraient pas dû entendre les témoignages de victimes d'agressions sexuelles pour lesquelles Harvey Weinstein n'était pas inculpé. Ce nouveau procès qui s'ouvre donc se base sur les accusations de 3 femmes, la productrice Mimi Alehi qui l'accuse de l'avoir contrainte à un cunnilingus forcé en 2006, Jessica Mann, actrice à l'époque des faits qui déclare avoir été violée par le producteur en 2013, et une dernière femme restée anonyme qui l'accuse de l'avoir forcée à une fellation en 2006. 6ème actu, les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé ont scellé un accord visant à mieux faire face aux pandémies et donc éviter de reproduire les erreurs faites face à la pandémie du Covid-19. Ce traité, adopté par 194 États sauf les États-Unis et le Costa Rica, possède plusieurs objectifs. Parmi eux, on retrouve notamment l'objectif de coopérer entre les pays avec un accès équitable aux vaccins et aux traitements et une amélioration dans le partage des technologies, notamment avec les pays du Sud. Cet accord sera officiellement ratifié lors de l'Assemblée mondiale de la santé en mai prochain. Et on termine avec cette actu, il sera bientôt possible d'acheter des timbres et de déposer un courrier ou un colis dans certains kiosques à journaux en France. C'est ce qu'ont annoncé ce mardi La Poste et le réseau de kiosques JCDecaux. Ça concernera 770 kiosques dans près de 180 villes en France. La mise en œuvre se fera au fur et à mesure, le temps d'identifier les lieux et former les commerçants, a expliqué La Poste. L'objectif affiché est de rendre les services de poste plus accessibles et de répondre, je cite, à l'évolution des habitudes et modes de consommation des clients selon La Poste et JCDecaux. Merci beaucoup Samy pour ces actualités en bref. Voilà donc pour les actualités aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, que ce soit sur YouTube ou alors en podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram pour plus d'actualités. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.